Je me permettrai également de faire 3 remerciements. D'abord à notre doyen Patrick Berche qui nous a toujours pris avec beaucoup de bienveillance certaines des idées que je lui ai soumises, en particulier celle-ci. Le second, c'est à M. Boyan Christoforov, avec lequel j'ai des liens d'amitié très serrés. Mais avant d'avoir des liens d'amitié, on a eu des liens de patron à élève, puisque je suis arrivé à Cochin, j'étais encore interne ou chef de clinique, alors qu'il était déjà chef de service. Et puis la troisième, c'est à cet amphithéâtre, Jean-Pierre Luton, car si je fais beaucoup de chirurgie endocrinienne et de thyroïde en particulier, c'est grâce à M. Luton. C'est donc avec toujours l'émotion que je rentre dans cet amphithéâtre. Et j'ai été d'ailleurs la dernière personne à le voir lorsqu'il a fait son accident cardiaque. Il était quelque chose comme 9h ou 9h30 le soir. Et il m'avait dit, vous savez, Bonichon, aujourd'hui, je me sens fatigué, je vais rentrer tôt chez moi. Il a fait son infarctus à quelques heures après, infarctus qui l'a conduit à avoir une transplantation cardiaque. Et pendant le temps auquel il s'est réveillé, il a eu le temps d'envoyer des fleurs à ses chefs de clinique, ce qui rentre dans toute l'épopée de cet amphithéâtre et d'un certain nombre de grands noms comme était M. Luton. Alors on va parler maintenant de choses chirurgicales. On va parler de l'appendicite. C'est la reine des affections chirurgicales. Et j'ai interrogé ma fille qui fait médecine et lui ai dit, mais tu sais, l'appendicite, c'est fréquent? Ah oui, c'est très fréquent. Et depuis quand ça existe? Oh, je ne sais pas. Est-ce que tu crois qu'Ambroise Paré connaissait l'appendicite? Mais bien sûr, il connaissait l'appendicite. Le grand Ambroise Paré ne pouvait pas connaître une maladie aussi banale que celle de l'appendicite. Et c'est l'histoire qu'on va vous raconter avec Jean-Louis Béraud. Voilà, alors avant de rentrer dans les détails, je voudrais rappeler pour ceux qui ne connaissent pas bien la chirurgie, son histoire naturelle, qui est parfaitement connue, de la crise appendiculaire qui est très fréquente et qui est connue sous le nom d'appendicite catarrhale qui d'ailleurs le plus souvent va vers la régression. Mais de temps en temps, cet appendice catarrhale va récidiver. Il va récidiver ou va donner directement un appendice suppuré, c'est-à-dire du pus dans l'appendice lui-même. Cet appendice suppuré va pouvoir se transformer en un abcès appendiculaire, c'est-à-dire un abcès de la fosse iliaque droite. Elle pourra passer également directement vers la péritonite aiguë. Et cette péritonite aiguë, quand elle n'aboutit pas à la mort, elle peut aboutir à des abcès intra-abdominaux. Et la seule voie de guérison possible, c'est la fistulisation, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, entraînant une diarrhée purulente et fétide. L'histoire naturelle, en fait, aboutit à la mort à partir du stade d'abcès appendiculaire, soit par les chocs septiques, les défaillances multiviscérales, et dans les cas où elle se prolongeait très longtemps, par une cachexie infectieuse qui se terminait d'ailleurs le plus souvent également en un choc septique. La deuxième notion sur laquelle il est important d'avoir quelques idées, c'est le sécom. Le sécom, c'est un sac. Le sécom, c'est un sac dans lequel se stagne une partie du chyle intestinal qui va le transformer progressivement, la réabsorption de l'eau, et la durée de ce chyle dans le sécom explique qu'il y a une certaine stase, et cette stase est très importante car un certain nombre d'éléments vont pouvoir rester en place. Et ça donnera l'objet de tout un tas de discussions avec tout un tas d'états pathologiques qui vont être progressivement démantelés. Alors, sur le plan anatomique d'abord, pour parler d'appendicite, il faut qu'il y ait un appendice. Alors, je ne montre pas les dessins de Vézal, d'Ambroise Paré, tout ça c'est connu, il y a l'appendice. Gabriel Fallope qui décrit l'appendice vermiculaire, c'est l'anatomie, elle est connue à la Renaissance.
Et puis, sur le plan théorique, en ce qui concerne les maladies infectieuses abdominales et les abcès, il n'y a pratiquement aucune évolution jusqu'au XVIIe siècle. C'est la théorie des humeurs sur laquelle je n'insisterai pas. En revanche, ce qui semble un peu plus important, c'est à partir du début du XVIIIe siècle. Il y a un homme qui est extrêmement clair dans sa façon de penser, qui est Boerhaave. Boerhaave, dans ses aphorismes, décrit le premier passage, la première étape qui va aller vers le démembrement de toutes ces affections intra-abdominales. Alors, la théorie de Boerhaave, les idées de Boerhaave, parfaitement exprimées, sont basées sur 3 éléments. Les 3 éléments du XVIIIe siècle: la découverte de la circulation sanguine, la découverte du microscope et des globules rouges, et la découverte par un de ses homologues compatriotes hollandais de ces petits vaisseaux qui se terminent jusqu'aux capillaires. Et la théorie de Boerhaave va changer complètement la façon de voir, car selon lui, les globules rouges vont arriver bloqués dans les petits capillaires, car il s'aperçoit que les capillaires ont une taille inférieure à celle des globules rouges. Et comme la circulation sanguine continue à se faire, eh bien, il va y avoir un tassement de ces globules rouges dans les petits capillaires. Ça va entraîner l'inflammation. Si l'inflammation n'est pas levée, ça va aboutir aux complications et en particulier aux abcès. Ça change complètement tout, car de la théorie des humeurs, qui est une théorie extrême, qui n'est basée sur aucun élément scientifique, on va passer à une théorie qui est scientifique. À partir de ce moment-là, chaque organe peut faire un abcès. Alors, qu'est-ce que ça donne en clinique? Est-ce qu'on retrouve ces éléments? Est-ce qu'on peut retrouver avant 1800 des éléments cliniques? La crise appendiculaire, c'est quasiment impossible. Il y a tellement de maladies qui donnent des douleurs de la fosse iliaque droite, elle est perdue dans ce flot de constatations pathologiques, d'autant que 3 semblent importants: les parasitoses. Et je me souviens d'ailleurs à ce sujet que, faisant un remplacement dans le Jura, à l'est de Vesoul dans les années 80, c'est-à-dire dans un endroit médicalement relativement défavorisé, j'avais reçu un homme qui vivait sans électricité, sans eau, qui ne se lavait pas, une sorte de paysan comme on vivait au XVIIe siècle. Et ce type avait des douleurs régulières de la fosse iliaque droite, une sorte de crise appendiculaire permanente. Il arrive pour une hernie étranglée. On le met au bloc opératoire, il avait une sonde gastrique, et là, il est en occlusion, il vomit. Il vomit fécaloïde parce qu'il avait traîné, évidemment. Et dans ce vomissement, il y avait 1 ascaris, 2 ascaris, 3 ascaris, 7 ou 8 ascaris. On l'a traité de ses hernies, on l'a traité de son ascaridose, il a guéri de la hernie et en même temps, il a guéri des douleurs de la fosse iliaque droite. Le deuxième élément est ce que les gens absorbaient dans ces temps anciens, et on décrivait en particulier des goitres. Mais des goitres tout à fait particuliers, des goitres gazeux. Les gens arrivaient avec un énorme cou goitreux, et quand ça se fistulisait, ou quand on les ouvrait, eh bien, on retirait des esquilles osseuses, on retirait des poils, on retirait des cailloux, on retirait tout un tas d'objets inattendus, une sorte de cours des miracles. Et en fait, qu'est-ce que c'était? C'était des diverticules de l'œsophage qui, jamais traités, arrivaient à devenir monstrueux et dans lesquels s'étaient emmagasinés un certain nombre de corps inhabituels. Et pourquoi ces corps inhabituels? Je pense que Mme Kellermann ne me contredira pas. Parce que les gens étaient édentés. Les gens étaient édentés, donc ils absorbaient le poulet, mais en même temps ses os. Et ils étaient souvent hypoprotéinés, donc ils mangeaient le maximum de viande possible. Il suffit d'aller sur les bords du Congo pour voir comment ces petits-enfants, qui souvent vivent dans des conditions déplorables, absorbent du poisson tout, de la tête jusqu'à la queue. Eh bien, au XVIIe siècle, vraisemblablement, on absorbait de la même façon, sans les mâcher, tout un tas d'objets
et tout un tas d'aliments qui se retrouvaient dans les diverticules, mais vraisemblablement également dans le côlon. Le troisième élément, c'est les traitements qu'on donnait. Le mercure et le plomb ne sont quand même pas des produits dénués d'intérêt pour les douleurs abdominales. Alors, en ce qui concerne les abcès, j'ai tout relu. Ambroise Paré, Guillemot, les médecins de l'époque, Pignet. J'ai rien trouvé qui pouvait ressembler à un abcès appendiculaire. En revanche, on décrit toujours des abcès du foie. Et ça, il arrivait qu'on incise parfois quelques abcès du foie. Et puis, mon cher président, cher Jean-Jacques, je suis tombé sur un de tes compatriotes, Jacques Delanchant, qui est à Lyon, ce que Ambroise Paré est à Paris. Et voilà ce que dit Delanchant, car souvent, dans ces descriptions, il n'y a pas la technique opératoire. Eh bien, Delanchant dit, en parlant des abcès du foie, qui parfois se fistulisent dans le tube digestif, quand on fait un abcès du foie, il faut faire la section oblique au-dessus de l'aine. Eh bien, une incision qui est au-dessus de l'aine, ce n'est pas une incision d'un abcès hépatique. D'ailleurs, un abcès hépatique, c'est une maladie extrêmement difficile à diagnostiquer et qui ne se faisait qu'à la fin du XIXe siècle devant les énormes abcès amibiens. Quand on fait un abcès, on incise un abcès au-dessus de l'aine, on n'incise pas un abcès du foie, mais on incise un abcès de la fosse iliaque droite. Et je suis persuadé donc que dans les incisions de ces maladies qu'on faisait au XVIe, au XVIIe siècle, on incisait vraisemblablement un certain nombre d'abcès et d'appendicites qui s'étaient terminés en abcès de la fosse iliaque droite. Il y avait bien sûr d'autres diagnostics, l'ulcère perforé, c'est bien connu des chirurgiens qui se terminent en la tuberculose et tout un tas d'autres affections. Alors l'appendicectomie sur le plan chirurgical, les données que je veux vous donner sont ces données livresques que je n'ai pas eu l'occasion de contrôler de moi-même. La première appendicectomie semble avoir été réalisée en 1735 au cours la cure d'une hernie inguinale. Le malade, d'ailleurs, d'après les commentaires qui sont faits, a souffert très longtemps. Et puis Morgagni, selon certaines sources, aurait été le premier à faire une appendicectomie chez le chien. Alors, si on ne connaît pas bien toute cette pathologie des abcès de la fosse iliaque droite dont va ensuite nous parler Jean-Louis Béraud, en fait, souvent, on connaît bien la façon dont les malades terminent, la façon dont ils vont faire les chocs septiques, la façon dont ils vont mourir progressivement de cachexie. Et c'est décrit dans un certain nombre d'ouvrages, des ouvrages qui servent aux curés ou aux personnes ayant charge d'âme pour l'administration des saints sacrements. Car à l'époque, si on ne pouvait pas soigner les âmes, on pouvait au moins espérer trouver le moment où l'excitus allait se produire afin de leur permettre de conserver leur âme. Alors je vais laisser la parole maintenant à Jean-Louis Béraud, qui après cette phase, et d'ailleurs c'est extraordinaire, ce temps, vous voyez, extrêmement long entre Ambroise Paré et le début du démembrement tel que va nous le présenter Jean-Louis Béraud, 200 ans, alors que l'ulcère duodénal, c'est 50 ans de notre histoire qu'on peut raconter à vide d'homme. Vas-y, je te laisse. Donc nous allons continuer l'aventure avec le 19e et le 20e siècle. Au début du 19e siècle, on commence à admettre l'implication de cet organe dans la maladie et le décès. Et là, il y a deux périodes, et ces périodes, en fait, se sont étalées sur tout le siècle. Il y a eu la grande discussion sur la pathologie du sécom dont vous a parlé Philippe Bonichon et de la fameuse typhlite et pérityphlite, et puis les lésions vraies de l'appendice. Il y a eu des précurseurs, puisque Villermé en 1824 et Mélier en 1827 ont commencé à isoler parmi toutes ces affections
la maladie vraie de l'appendice avec la gangrène, avec l'abcès. C'était des cas autopsiques. Et Méliès, d'ailleurs, a été tout à fait reconnu après par les auteurs anglo-saxons, on va le voir. Il évoquait la possibilité de la chirurgie spécifique de l'appendice qui pouvait guérir le malade. Mais le problème, c'est que Dupuytren était totalement opposé à cette théorie, et ce qui a retardé la compréhension de cette affection. En effet, il y a eu deux courants. Il y a eu le courant de Dupuytren, puis de Blatin-Grisol-Cruvellier, qui ont beaucoup publié sur la pathologie du sécom, l'appendice étant considéré comme un petit organe vestigial. Et on a parlé de la typhlite, de la pérityphlite, des abcès et des phlegmons de la région. Broussais, bien entendu, avec sa théorie de l'inflammation, de la phlegmasie, a brouillé un peu les pistes aussi. Et pourtant, Dieu Laffoy commençait déjà à parler du traitement de l'appendicite en disant bien que le traitement médical n'existait pas. Et il a parlé de cette fameuse accalmie traîtresse qu'on a tous apprise quand on était étudiant, où après une phase aiguë, une amélioration peut survenir avec différentes thérapeutiques variées, et puis la crise survient encore plus grave. Jalaguier, qui a décrit une voie d'abord particulière, Nélaton, et puis Lannelongue qui a eu la tristesse de ne pas pouvoir permettre d'opérer Gambetta, on va en parler. Dieu Laffoy et Lannelongue, voilà deux personnes qui avaient été extrêmement avant-gardistes, et pourtant le nom que tout le monde retient, on va le voir tout à l'heure, c'est McBurney. Ça aurait dû être probablement Dieu Laffoy ou Lannelongue. Gambetta, c'est une triste histoire. Gambetta se blesse par balle en manipulant un pistolet. Il a une plaie de l'éminence Thénard assez sérieuse. On arrive à le guérir plus ou moins bien, et puis il devient constipé, il commence à souffrir du ventre. Il a tous les symptômes, quand on reprend a posteriori l'histoire de l'abcès rétrocécal évolutif, et Lannelongue non seulement pose l'indication, mais fait un dessin des deux petites perforations qu'il suspecte avec un abcès autour du sécom. Il ne peut convaincre ses collègues. Et Gambetta, son ami, meurt. L'autopsie confirmera parfaitement ces constatations. Du côté, en Angleterre et aux États-Unis, les choses évoluent de façon assez parallèle, puisque des grands noms de la médecine, vous voyez, avaient déjà pressenti le rôle de la pathologie de l'appendice face à la pathologie du sécom. Ils ont confirmé, ils ont parlé des travaux de Méliès. Et c'est un anatomopathologiste, en 86, qui a pour la première fois fait un travail très important qu'il a publié devant toutes les sociétés savantes américaines. Le voici. Où il a bien déterminé la maladie. Il a proposé la résection chirurgicale précoce, mais il n'était pas chirurgien, donc il n'a pas toujours été écouté. Et on commencera à nettement moins parler de la typhlite, de la paratyphlite, etc. La période était favorable parce que parallèlement à ces travaux, de grandes révolutions ont vu le jour, puisque l'anesthésie s'est développée depuis 1847, l'asepsie, l'antisepsie, les pinces hémostatiques sont nées assez tard, la stérilisation des instruments, les gants chirurgicaux, et puis la biologie et la radiologie commencent à apparaître. Ceci a permis à des chirurgiens d'avoir des séries impressionnantes pour l'époque. Par exemple, Murphy, à Chicago, était un activiste de la chirurgie. Il a commencé par publier 250 cas, puis ensuite énormément de cas, et on soupçonne qu'il a opéré pas mal d'appendicites plus ou moins chroniques. D'autres grandes séries aux États-Unis, à Londres. Et puis vient McBurney. McBurney, à partir de 8 cas opérés à chaud, a eu la célébrité parce qu'il a décrit sa voie d'abord et qu'il a décrit le fameux point douloureux précis. Voici sa publication Princeps. Alors, il est étonnant de voir qu'un autre chirurgien, MacArthur, a publié un mois avant lui et que McBurney reconnaît la pérennité de MacArthur, et c'est McBurney que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est surprenant. Voilà la fameuse incision. L'incision initiale, elle était celle-ci. Le point douloureux, il est au tiers ici, entre l'épiniliaque et l'ombilique, tout le monde le connaît. Donc, aux États-Unis, en Angleterre, en France, les choses évoluent. Arrive le début du XXe siècle, où Lannelongue, en 1902, consacre une énorme, très grande publication lors du Congrès national de chirurgie. En même temps, le roi Édouard VII, juste avant son couronnement, est pris de douleurs épouvantables, et Sir Trèves, un chirurgien anglais, l'opère avec succès. Félix Lejard, Dieu Laffoy,
publie à nouveau sur l'appendicite. On commence à avoir les premiers dosages biologiques, on commence à voir apparaître les rayons depuis les travaux de Röntgen. On opère comme ça à l'époque, on voit que Lejar, de façon étonnante, opère à main nue alors que les gants chirurgicaux existent. Les indications chirurgicales s'élargissent, mais avec des risques. En effet, il y a eu une grande mode d'opérer les appendicites soi-disant chroniques. Et Dieu la foi, dans son style inimitable, a commencé à mettre en garde, on opère les colopathes fonctionnels, et nous avons après les fameux balafrés de Plombières et de Châtel-Guyon. C'est d'autant plus ennuyeux d'opérer ces patients quand il ne s'agit pas d'une appendicite vraiment aiguë, que la mortalité est lourde au début du siècle encore. Là, c'est en 1920. En 1920, on voit que les conditions opératoires ressemblent un peu plus aux nôtres. Puis arrive Henri Mondor. Henri Mondor, qui était un homme de lettres, avait un style extraordinaire, et il a repris la fameuse absence de parallélisme anatomoclinique. Il a dit cette phrase magnifique qu'on peut relire lorsqu'on nous a dit qu'il y avait trop d'appendicites encore en France opérés, que même à l'ère du scanner, il faut faire attention et que les abstentionnistes peuvent être dans l'erreur. Nous avons l'arrivée de la pénicilline, de la streptomycine en 1945, ce qui a été un grand bonheur pour les chirurgiens, puisque les chirurgiens qui opéraient des appendicites jusque dans ces années-là mouraient d'angoisse dans les suites opératoires à cause du fameux syndrome du 5e jour et des péritonites post-opératoires qui pouvaient être mortelles. Je cite à part cette chose absolument incroyable. Kahn, un chirurgien anglais en 1921, s'est pratiqué sur lui-même une appendicectomie, mais il était aidé par 2 chirurgiens. Alors que ce chirurgien russe, en 1961, dans l'Antarctique, a opéré son abcès appendiculaire tout seul, avec un miroir en position demi-assise, avec 2 aides qui n'étaient pas chirurgiens et qui ont failli tomber dans les pommes. Cette photo est absolument saisissante et je crois que l'on peut être admiratif. Il s'en est très bien sorti et il n'y avait pas d'autre solution là où il était. Nous arrivons maintenant à la période actuelle. En sachant que les progrès de l'imagerie ont été fulgurants, le diagnostic doit toujours être clinique, certes, mais il est évident que l'échographie et le scanner ont permis d'authentifier les vrais appendicites dans les cas difficiles et sûrement d'éviter des interventions un peu excessives. La célioscopie, vous savez que les premières célioscopies sont faites à Clermont-Ferrand pour les grosses extra-utérines dans les années 70-73. C'est probablement un Allemand, Sem, qui a fait la première appendicectomie sous célioscopie, mais Philippe Mouret à Lyon a publié et bien déterminé la technique à partir de 1983. Autre point, le traitement médical. Le traitement médical revient à la mode. Des Russes, dans des zones un peu difficiles, avaient traité par antibiotiques avec succès des patients. Et il y a une grande étude contrôlée récente, dont la conclusion est qu'on peut certes faire passer une crise aiguë, mais l'appendicectomie secondaire est formelle en raison des récidives qui peuvent être graves avec perforation. Voilà le scanner avec l'image de l'appendice enflammé avec un épaississement de la paroi et le stercolite, avec le petit épanchement autour. Là, on est absolument certain. Voici la célioscopie. Il est évident qu'il est assez élégant d'opérer, par exemple, une grosse appendicite aiguë par 3 petites incisions et d'avoir des résultats cosmétiques très bons. Voilà l'installation qui est un petit peu compliquée, mais maintenant les personnels de bloc sont rodés. Il faut savoir qu'il y a sans doute dans toutes les séries un petit peu plus de risque d'abcès pelvien qu'à ventre ouvert. Il faut donc toujours être vigilant pour les appendicites compliqués en célioscopie. Voici un cas où un plastron appendiculaire avait été refroidi. La chirurgie secondaire permet de disséquer une zone extrêmement inflammatoire, mais de retrouver un appendice. Et il est évident que dans un cas comme ça, pour éviter la médiane sous-ombilicale, c'est tout de même assez élégant. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le diagnostic est toujours encore parfois difficile. Nous avons toujours des hésitations diagnostiques dans des cas un petit peu particuliers. Il y a moins d'indications parce que manifestement les appendicites chroniques ne sont plus opérés, les douleurs chroniques de la fosse iliaque droite, notamment chez l'enfant, ne sont plus opérées. On disait qu'il y a 10 ans, on opérait 350 000 appendicectomies en France, on est peut-être aujourd'hui entre 90 et 150 000. Cette maladie est encore grave. Il y a des appendicectomies aux suites meurtrières. C'est le titre d'une thèse assez récente qui doit nous rendre prudents. Alors quel est l'avenir ? L'avenir de cette chirurgie, la chirurgie endoluminale est très à la mode. On parle maintenant de chirurgie sans ouvrir, de chirurgie par les orifices naturels, par coloscopie.
Ça, c'est l'histoire en marche, nous ne pouvons pas encore savoir. Par contre, ce que nous pouvons savoir, c'est que la typhlite revient. On a retrouvé avec Philippe Bonichon des publications récentes, anglo-saxonnes ou celle-ci qui est suisse, de typhlite chez l'enfant, c'est-à-dire des patients immunodéprimés, neutropéniques, chez qui en célioscopie on trouve des inflammations sécales sans lésions appendiculaires. On va mettre une petite vidéo pendant la discussion éventuellement d'une appendicectomie en vidéo. Et je vous remercie infiniment de votre attention. C'est un film qu'on a réalisé à Saint-Joseph avec mon collègue Jérôme Loriot et qu'on peut vous montrer à la fin. Alors c'est une appendicectomie pour appendicite aiguë. Vous allez voir la dissection montrant l'appendice qui apparaît. Il était rétrocécal, il était sous-séreux, donc il fallait le décoller. Et quand on le décolle, on voit la petite zone ulcérée de la pointe. Et on pratique donc l'appendicectomie en coagulant le méso dans un premier temps, puis ensuite en ligaturant l'appendice. Alors dans ce cas-là, la base est saine et on pourra mettre un nœud, vous allez voir. Mais parfois, quand la base est nécrosée, il faut réséquer la base du cécum pour éviter, bien entendu, une complication post-opératoire. Dans ce cas-là, ce n'était pas nécessaire et on a pu réaliser un nœud chirurgical classique. Alors évidemment, dans les appendicites ectopiques ou dans les péritonites, on peut faire un grand lavage péritonéal et avoir des voies d'abord peu invasives, alors qu'avant, on était obligé de faire des grandes incisions médianes. C'est particulièrement intéressant chez l'enfant, chez les femmes jeunes. C'est beaucoup plus cosmétique. Et on lit la base. Bien entendu, les précautions d'asepsie nécessitent l'extraction dans un sac plastique à travers la paroi pour éviter toute infection. Et puis on termine par une coagulation du moignon pour éviter le fameux syndrome du 5e jour et un lavage soigneux au sérum, une vérification de l'hémostase comme dans toute chirurgie. Voilà. N'êtes-vous pas tenté de faire l'appendicectomie selon la technique classique, la courte incision de McBurney qui ne dépasse pas 1,5 cm par rapport à la céliochirurgie? On a tendance à réserver la célioscopie aux appendicites ectopiques, à certains abcès appendiculaires, à certaines péritonites appendiculaires. Et chez la femme jeune, quand on a un doute sur une lésion annexielle, sur une pathologie annexielle. Mais chez un homme jeune, maigre, il n'y a aucun problème, vous avez parfaitement raison. C'est tout à fait licite. Et puis, je voudrais rappeler le magnifique livre d'Henri Mondor. Vous avez parlé d'Henri Mondor. Donc, je profite pour rappeler donc, sa magnifique description. C'était un écrivain. Sa magnifique description de l'appendicite aiguë, la symptomatologie d'une appendicite aiguë au début, où il parle, ses écrits sont remarquables. Il y a 2 pages qui sont consacrées à ce diagnostic. Il décrit la défense au début de la grosseur d'une pièce de 2 €. Il décrit parfaitement cette défense musculaire qui est la taille d'une pièce de 2 €. C'est magnifiquement décrit, qui pose le diagnostic d'appendicite. À partir du moment où il y a une défense, on est en présence d'une appendicite. De toute façon, c'est un bonheur de lire Henri Mondor, de lire Dieu Lafoy, de lire Dan Long, tous ces grands auteurs. Monsieur, je vous remercie de ce bel exposé qui nous raconte l'appendicite dans sa simplicité, dans sa complexité aussi, parce que vous avez bien souligné que le président Gambetta lui-même est mort de cette affection réputation bénigne, n'est-ce pas? En même temps, il y a un point que je voudrais soulever, c'est-à-dire que quand on voit sur le plan technique chirurgical, c'est vrai que la réputation, intervention bénigne. Mais en même temps, je ne me souviens plus quel grand chirurgien, on lui a posé un jour là une question, monsieur, quelle est l'intervention la plus facile? Il a répondu à un de ses élèves, c'est l'appendicectomie. Il lui pose la deuxième question, quelle est l'intervention la plus difficile? Il lui répondra, c'est encore l'appendicectomie. Ceci pour dire, en même temps, pour rattacher à la question de mon collègue sur la célioscopie aussi, qui n'est pas toujours anodine. En effet, il y a de tas de choses. Je crois que c'est d'abord primum non nocere, et je crois que l'incision de McBurney classique
a toujours sa place et que l'oscilloscopie a sa place et ses indications, mais en même temps, les dérives, on a eu des accidents mortels qui ont été publiés, et on sait bien que chez l'enfant, surtout pas, le patient qui est mince, et enfin l'appendicectomie, qui peut être redoutable, parce que des fois, c'est vrai qu'on met 15 minutes, et des fois on peut mettre 4 ans en train de chercher où est l'appendice, le sécom ou sous-hépatique, dans la complexité de la magma inflammatoire, et aussi que les sont encore responsables de mortalité, parce que vous avez souligné la thèse et les appendicectomies meurtrières qui a rapporté ces drames. Voilà. Il faut savoir que la plupart des accidents graves de cœlioscopie, c'est triste à dire, ce sont des accidents lors de l'introduction des trocars de cœlioscopie. C'est maintenant bien connu. Et heureusement, tout a changé depuis la vigilance des chirurgiens sur ce sujet-là. Monsieur, vous avez montré à un moment l'utilisation du scanner dans votre pratique peut-être et dans la pratique actuelle. Cette indication justement est-elle fréquente, peu fréquente? Alors l'indication du scanner est nettement plus fréquente aujourd'hui, notamment dans les services d'urgence. Alors il y a peut-être une inflation, mais ce que l'on peut constater, c'est que le scanner rectifie beaucoup de diagnostics, et lorsque l'appendice est sain, au scanner, c'est extrêmement rassurant. Alors il ne faut surtout pas que pour les étudiants en médecine, on oublie de leur apprendre la clinique, c'est évident. Et on le dit tous les jours aux urgences, la clinique d'abord, le scanner ensuite. Monsieur Trépardou. Merci. Je voudrais faire un commentaire et une question sur les éventuelles complications bactériennes dans le décours de l'opération. En 1980, j'étais chargé de vendre du métronidazole, du Flagyl, en chirurgie viscérale. Et donc cette indication nous venait de nos collègues anglo-saxons. Et pour nous, il était important de pouvoir implanter à Paris ce même type de conduite opératoire. Et donc nous nous sommes heurtés au fait que on nous a dit à Paris, les chirurgiens anglo-saxons travaillent d'une manière sale, donc ils ont besoin de faire une prophylaxie préopératoire. C'est pour cela qu'ils utilisent du Flagyl injectable. Et donc les médecins parisiens, eux, travaillaient proprement et n'avaient pas de problème. Alors j'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs années, j'ai perdu un peu de vue ces problèmes-là. Est-ce que vous pourriez nous dire actuellement qu'est-ce qu'il en est ? Alors Philippe Bonichon pourra parler aussi. On envisage une antibioprophylaxie dans ces interventions. Et lorsque l'appendicite est sévère, on fait, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais on fait un prélèvement bactériologique systématique et on donne une antibiothérapie post-opératoire dans les appendicites aigus avec du PU. Et on utilise volontiers une association avec le Flagyl. Mais soyons modestes, les chirurgiens anglo-saxons opèrent bien aussi. Donc je ne sais pas qui vous avait dit ça, mais c'était un peu osé. Alors, en ce moment, il y a une mode pour le traitement médical de l'appendicite. Et il y a plusieurs essais thérapeutiques en cours pour savoir si on pouvait traiter certaines appendicites par antibiotiques seuls. D'ailleurs, il y a eu une étude où les malades ont été tirés au sort. Mais dans cette étude, il faut dire qu'il y a eu 3 ou 4 malades pour lesquels la situation s'est assez mal passée. Donc la conclusion des auteurs, c'est que c'est peut-être possible, mais qu'en tout cas aujourd'hui, il faut quand même considérer que le traitement chirurgical reste à la base de l'appendicite aiguë. Merci Monsieur Bello, merci Philippe.